Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, c'est la super forme. Je suis tout simplement très contente parce qu'effectivement, je viens de valider ma certification, ma formation en tant qu'agent immobilier certifié IACA ici en Allemagne. Je vous rassure que la tautologie vaut la peine. Tout simplement parce que justement, avec cette certification-là, avec cette formation, j'ai vraiment beaucoup appris. Le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui ne demande pas forcément que tu fasses tes études approfondies au départ, mais c'est très important de faire aussi une formation parce que ça te permet de comprendre les contours de la chose. En tant qu'agent immobilier, tu vas bousculer de montants d'argent assez importants dans la vie des personnes. Tu accompagnes des personnes à prendre des décisions qui va leur suivre vraiment toute leur vie et qui est en rapport avec leurs finances. Quoi de plus important que de vraiment se former pour être rassuré. Je dois vous avouer que pendant la formation, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est vrai qu'en tant qu'investisseur, moi-même, il y avait déjà plusieurs choses que je connaissais et que je partageais déjà avec vous sur la chaîne. Mais là, je suis allée encore plus en profondeur. Ce qui m'a vraiment plu dans la formation, c'était aussi l'aspect juridique que parfois on peut négliger un peu. Mais comme vous savez, on est en Allemagne, dans un pays de droit. On est dans un pays où tu ne peux pas faire voilà, ce que tu veux n'importe comment. C'est pas parce que tu es bailleur que tu vas te lever le matin et avoir un certain type de comportement. Bref, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir que je vais partager petit à petit avec vous sur la chaîne, mais que je veux aussi mettre dans une formation pour que vous puissiez bien comprendre. Pour tous ceux qui veulent donc assister à la conférence du 6 mai à Berlin, n'hésitez pas donc de vous enregistrer. Le lien est en barre de description parce qu'effectivement, elle va être optimisée avec les notions que j'ai eues ces jours précédents. La thématique du jour, j'ai envie de parler comme ça de la location saisonnière. La location saisonnière, voilà, beaucoup de personnes veulent faire, ça rapporte plus et tout le reste, mais seulement il faut être bien organisé, il faut savoir comment le faire. Moi aussi, je fais la location saisonnière. Il faut savoir quelles sont les erreurs à ne pas faire et c'est dont je veux te parler dans cette vidéo après le générique. Je ne connais pas encore, je m'appelle Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i et récemment agent immobilier certifié selon le paragraphe 34c IACA. Et voilà, ce que je propose dans ce sont des services, l'accompagnement, le coaching. Si tu as des questions par rapport à un investissement immobilier que tu veux faire, par rapport à un financement immobilier que tu veux faire, tu peux me contacter. La première consultation, de toutes les façons, elle est gratuite. Tu trouves le lien en bas de description. Ça me permet tout simplement déjà de te connaître, d'appréhender ta situation financière parce que comme je disais tantôt, le métier d'agent immobilier, c'est un métier où on va bouger des montants d'argent assez importants. Ça vaut la peine déjà au départ de bien se comprendre et de savoir dans quelle direction on veut aller, d'où la consultation gratuite. Point numéro un, quand tu veux faire la location saisonnière, il faut déjà te rassurer que voilà, tu as le droit de faire la location saisonnière dans cet endroit, dans cet appartement, dans cette maison. Il faut prendre comme ça l'autorisation de la ville pour faire la location saisonnière. Il y a des personnes, par exemple, qui se disent que voilà, ils vont le faire facilement. Il y a des personnes voilà, qui vont vouloir jongler et tout le reste. Mais ici en Allemagne, il y a les États, il y a des villes où on n'accepte plus la location saisonnière, tout simplement parce qu'il y a un manque criard de logement. Si tu suis les informations, c'est que toi-même, tu dois avoir compris que normalement, l'État voulait construire 400 000 appartements par an. Bilan des courses, il n'y a même pas eu 300 000 appartements qui ont été construits. Je pense que ce sont les statistiques. On doit être dans les 250 000 comme ça environ. Ça signifie qu'il manque encore 150 000 appartements ici en Allemagne et ça chaque année. Donc du coup, il y a des personnes qui veulent vivre quelque part. Il y a un manque criard de logement et c'est pas souvent vu d'un bon oeil qu'une personne qui a un appartement ou qui a une maison qui peut faire vivre les personnes habitées à l'intérieur
aille plutôt vers le fait de faire voilà, de l'argent, le profit en faisant la location classique, quoi. Parce qu'effectivement, il y a les hôtels qui sont aussi là pour abriter des personnes qui viennent et qui partent. Donc, il y a des États justement où, qui sont fortement peuplés déjà, où, voilà, où l'État, où la commune n'accepte plus la location saisonnière. Donc, il faut déjà te rassurer auprès de ta copine pour savoir si c'est permis. J'avais déjà aussi fait une vidéo là-dessus où j'expliquais dans les détails parce que l'amende peut aller de 5 000 euros à 50 000 euros. C'est tout simplement énorme. Naturellement, si tu le fais juste déjà à présent, pas derrière, dans ta cuisine, dans ta maison, tu habites en haut, tu loues en bas ou bref, je ne sais pas trop quoi, et qu'on ne t'a jamais attrapé, naturellement, il n'y a pas de souci. Mais le jour qu'on t'attrape, l'amende risque d'être salée. Le deuxième point qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir toute une organisation derrière la location saisonnière. Il faut avoir une organisation qui marche. Bref, je conseille d'être vraiment à côté de ton bien immobilier si tu veux faire la location saisonnière. Je vais prendre des exemples pratiques. Exemple numéro un, par exemple, tu as ton appartement que tu as mis en Airbnb. C'est bien, c'est top, les personnes viennent, y partent et tout le reste, tu as ta rentabilité, tu n'as pas de stress. Mais maintenant, un jour, quand par exemple, tu as quelqu'un qui sort à, je sais pas moi, midi et un autre qui va entrer à 15 heures. Et directement, la dame de ménage, parce qu'effectivement, tu t'organises toujours pour que la dame de ménage passe à 13 heures, par exemple, pour faire le ménage, avant qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. La dame de ménage directement t'écrit ou elle t'appelle, elle te dit qu'elle a empêché, elle ne peut pas venir faire le ménage, changer le lit, dresser l'appartement et tout le reste. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la merde. Imagine que tu es au boulot, imagine que tu as quelque chose de sérieux que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Si c'est le week-end et que tu es encore indépendant, moi par exemple, quand je suis libre, si je me lève, je le fais parce qu'effectivement, voilà, c'est changer les draps, c'est nettoyer un peu la maison. Ça casse mon programme, c'est clair, c'est pas très top, mais il faut pouvoir réagir. Donc du coup, il faut planifier le ménage au moins 3 à 4 heures avant qu'une autre personne entre dans l'appartement parce qu'effectivement, on ne sait jamais. Ce que tu peux aussi faire naturellement, c'est de confier toute cette gestion-là à quelqu'un qui s'en occupe, un housemeister. Mais naturellement, tu vas lui payer pour ça. Naturellement, même la dame de ménage, tu devais la payer. Mais et si c'était déjà programmé parce qu'effectivement, tu informes à l'avance que tel jour, il y a une personne qui sort, il va falloir passer nettoyer. Mais si elle te dit subitement, voilà, l'enfant est malade, je ne peux pas sortir, je suis empêchée ou bien quoi que ce soit, naturellement, il va falloir que tu trouves une solution parce que tu ne veux pas que ton nouveau locataire vienne dans l'appartement trouver l'appartement sale. Et aussi, Airbnb, c'est facilement noté parce qu'une personne qui vit une mauvaise expérience dans ta chambre, dans ton appartement, qui est sur Internet, si tu donnes une mauvaise note sur Internet, naturellement, ça fait que l'appartement ne va plus être beaucoup demandé ni beaucoup référencé. Le troisième cas de figure dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est que dans les contrats, il faut toujours vraiment stipuler quand la personne va entrer, quand la personne va sortir, quand est-ce qu'il va remettre les clés, bref, la gestion derrière, comment ça se passe exactement. Parce que parfois, les personnes oublient. Récemment encore, il y a une de mes clientes qui me disait effectivement que pour son appartement, en Airbnb, quelqu'un a pris l'appartement. Normalement, il devait sortir à midi pour que la dame de ménage vienne faire le ménage parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait entrer à 16 heures, entre 16 heures et 18 heures. Et quand la dame de ménage arrive, le monsieur, il est encore gaillardement dans la maison. Et c'était comme s'il n'avait même pas encore l'intention de sortir. Ça n'avait pas été vraiment clairement stipulé ou alors communiqué qu'il fallait vraiment qu'au plus tard à 12 heures, il quitte la chambre quoi, pour que quelqu'un puisse entrer naturellement dans la soirée. Parce que voilà, il faut éclairer, il faut aérer, il faut que ce soit agréable pour la personne qui vient. Ce que tu peux faire aussi naturellement, c'est de toujours te laisser un écart d'une journée pour pouvoir être sûr que voilà, que tout ce management, toute cette gestion-là est faite entre-temps, quoi. Naturellement, ça fait que tu perds un peu d'argent, mais ça fait que la prochaine personne qui vient a, par exemple, un séjour agréable, a une chambre qui est bien et il va être très bien noté. Et ta chambre va être très bien notée. Le quatrième point qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais la location saisonnière, tu es rapidement vu comme ce qu'on appelle en allemand gewerblich, comme un commercial. Naturellement, si tu fais juste un seul appartement, c'est pas encore vraiment beaucoup. Mais naturellement, quand ça commence à devenir beaucoup, à partir de 3 4 appartements, il faut enregistrer parce que c'est déjà le business. C'est le business, tu as des entrées, tu as des sorties et tu ne peux pas directement juste prendre l'argent là comme ça et tourner ça dans le noir.
voilà, d'une façon ou d'une autre, quoi. Vu que c'est gewerblich, il faut que ce soit enregistré comme une activité parallèle que tu fais par rapport à ton travail, si tu es encore employé, que ce soit enregistré en bonne et due forme et que ce soit déclaré, que tu fasses aussi ta déclaration d'impôt par rapport à cela, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder. Comme je dis, si jusqu'ici tu le fais, voilà, comme ça, de façon anodine et tout le reste, et que ça passe, sache donc que si jamais tu es attrapé ou à partir de deux, trois appartements, normalement, tu dois déjà enregistrer parce que ça devient du business. Il y a des personnes qui entrent, il y a des personnes qui sortent, il y a la fluctuation d'argent et surtout si c'est un appartement qui avait été acheté au départ pour une location classique parce qu'effectivement, c'est comme ça que l'appartement est enregistré certainement à la mairie. Quand tu changes de fonction, quand l'appartement doit changer de fonctionnalité, il faut que ce soit aussi signalé et que tout soit clair entre toi et l'État. Donc, comme je disais au départ, l'appartement, le métier de l'agent immobilier, toi en tant qu'investisseur immobilier, il y a des règles que tu dois respecter. C'est pas parce que tu es bailleur que tu peux te permettre de faire n'importe quoi ou alors d'agir, voilà, de peut-être violer la loi. Si je peux dire ça comme ça, il y a des choses qui sont vraiment ici en Allemagne encadrées par la loi qu'il faut savoir. Et puis voilà, normalement, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est dans le cas de la location saisonnière. Pour ce qui est de la location classique, en général, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut juste savoir vraiment en location classique, c'est que le contrat de bail, c'est le contrat du bail du locataire. C'est pour ça qu'on dit par exemple Mietvertrag. Donc ça, en général, il va avantager plus le locataire. Donc il faut bien négocier tes termes de contrat à la base. Il faut savoir exactement ce que tu veux. Si par exemple tu veux un loyer de 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, tu veux déjà mettre les augmentations de loyer dans le contrat de bail, tu peux le faire déjà à la base. Là, tu es protégé par la loi parce que lorsque la personne va signer, il aura signé en sachant toutes les conditions, vu que du jour au lendemain, tu ne peux pas te lever et faire sortir la personne du jour au lendemain, tu ne peux pas te lever, changer les conditions à ton avantage parce qu'effectivement, si vous vous retrouvez au tribunal, tu peux te retrouver dans les problèmes si tu n'arrives pas à justifier ces avantages-là normalement. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite donc à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.